Hein? D'accord. Ah, très bien. Ouais. Mais j'ai pas de son. Pas de son. Très bien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que Bonjour, vous madame. m'entendez? Oui, Bonjour. madame. Oui, Très bien. Très bien. Est-ce que je peux commencer le cours? Vous êtes tous là? Oui, madame. Bon, je vais voir à Oui, peu près combien bien sûr. sont présents. Ah, très bien. OK, vous êtes tous là. Voilà. Oui. Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Vous voyez le plein écran? Oui, madame, on Très voit. bien. OK. Alors, je suis docteur Boulsan. Je suis aussi la coordinatrice du module du santé, société, humanité. Aujourd'hui, ça sera le premier cours de la partie. Bonjour. Alors, c'est le premier cours de la partie, enfin, on va dire psychologie. Voilà, donc comme il y avait des postes qui sont vides, donc on a préféré accélérer, commencer la partie, enfin c'est l'avant-dernière partie du module. Donc vous savez très bien que le module, il a plusieurs parties. La première partie, c'était l'historique, la deuxième partie, c'était médecine légale, la troisième partie, c'était épidémio, puis la psychiatrie, et puis la dernière partie, c'est, on va dire, bactériologie. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, c'est la relation médecin-malade. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Vous suivez? Oui, madame. Oui, madame. Ah bon? Ah, très bien. Très bien. Je continue. Pardon, une minute. Donc aujourd'hui, on va parler de la relation médecin-malade. Très bien. Chose qui est très importante. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous accompagner le long de votre cursus et puis pendant toute votre activité professionnelle. Voilà, donc c'est très important de connaître quelles sont les bases de la relation médecin-malade. Quand on dit relation médecin-malade, ça veut dire comment un médecin devait-il se comporter avec son malade. Voilà. Euh, pardon.
Voilà. Donc, quelles sont, quand on dit relation, la relation se fait à partir d'une première chose. Cette chose, c'est la communication avec le malade. D'accord? On établit la relation avec le patient à partir de la communication. Voilà. On va voir quelles sont les bases de la communication avec le malade. Donc, il faut savoir que dans tout acte médical, la communication interactive avec le patient, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante, cette relation? Parce qu'elle va se répercuter directement sur la prise en charge de votre malade. Voilà. Dans la relation avec le malade, on va communiquer. On va communiquer par plusieurs types, par plusieurs moyens. Il y a ce qu'on appelle la communication verbale. Il y a aussi ce qu'on appelle la communication non verbale. Alors, la communication verbale, elle passe par l'intermédiaire, comme vous le savez, c'est les mots, c'est tout ce qu'on dit au malade. Et bien sûr, dans certaines situations spécifiques, pathologiques, la communication, elle nécessite autres moyens. Par exemple, un patient qui est sourd ou bien un patient qui a un trouble des fonctions supérieures, c'est-à-dire un patient, par exemple, qui est atteint d'un accident vasculaire cérébral, qui présente une aphasie, qui présente une atteinte du langage, donc il ne peut pas parler, donc on va utiliser d'autres moyens pour communiquer avec lui. Donc, les bases de la communication orale avec un patient nécessitent des mécanismes et des temps d'adaptation qui permettront à la communication de s'établir de manière la plus satisfaisante possible dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien pour le patient que pour le malade, plutôt que pour le médecin lui-même. Donc, il faut la communication avec le patient, elle a ses règles. On ne communique pas n'importe comment et n'importe où avec le patient. Voilà. Donc, quels sont ces critères? Donc, dans un entretien médical, il y a des temps d'écoute où le médecin laisse parler le patient. C'est-à-dire, dans un premier temps, ça se passe généralement dans un premier temps. Dans un premier temps, généralement, on laisse le malade parler. On lui consacre un peu de temps là où le médecin aura surtout une attitude d'écoute. D'accord? C'est très important parce que ça permet au patient d'être à l'aise, ça va lui permettre de donner confiance en son médecin. D'accord? Et puis, ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle les temps d'interrogatoire. Dans les temps d'interrogatoire, ils sont plus dirigistes. Ça veut dire que le médecin doit poser des questions directes. Des questions directes. Ça veut dire c'est lui-même qui doit orienter le malade. D'accord? Donc, on doit poser des questions précises. Pourquoi on doit poser des questions précises? Ces questions vont nous aider à préciser des éléments sémiologiques, bien sûr, qui sont indispensables pour notre diagnostic et donc pour la prise en charge de notre malade. Voilà. Il y a la communication verbale, il y a aussi ce qu'on appelle la communication non verbale. Elle est aussi importante, si je ne dirais pas, elle est plus importante que la communication verbale. Voilà. Donc, il faut savoir que les mots, en réalité, ne comptent que pour un faible pourcentage de l'information que l'on délivre à une personne. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire par la communication non verbale? La communication non verbale, c'est la gestuelle, c'est-à-dire quel geste on fait quand on s'adresse au malade. On parle avec quel rythme, on parle avec quel temps, un temps élevé, un temps normal, un temps très bas. Comment est-ce qu'on module notre temps? Comment on réagit, notre mimique, comment s'exprime notre visage quand on s'adresse au malade? Comment on regarde le malade? D'accord? Tout cela compte autant
pour une personne à qui l'on s'adresse. Donc, autant dire que le médecin doit maîtriser, on doit maîtriser nos réactions. D'accord? Pourquoi? Pour ne pas, sans le vouloir, modifier le message qu'on doit adresser à notre patient. D'accord? Voilà. Donc, notre communication non verbale peut être interprétée autrement par nos patients. C'est pour ça qu'il faut savoir maîtriser notre gestuelle, notre mimique, le temps de notre voix, notre regard, etc. Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit il n'y a pas de son. Oui, Est-ce que vous madame. m'entendez? Oui. Oui, oui, j'utilise le micro en tout cas. Très bien. Très bien. D'accord. Et là, et donc, comme on a dit, le médecin, donc il doit tenir compte de ces éléments pour écouter, interpréter et décoder le langage du patient et saisir ce qui paraît être la demande forte du patient. Donc, c'est très important de tenir compte de notre façon de parler, notre voix, comment on regarde le malade, notre mimique, notre gestuelle, le rythme de notre conversation, etc. Voilà. Voilà, donc on a parlé de la communication verbale, la communication non verbale. Maintenant, on va parler de l'empathie. C'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est un élément qui est très important dans la relation, dans la communication avec le malade, dans la relation médecin-malade. Elle est très importante. C'est quoi l'empathie? L'empathie, ça veut dire la capacité à mettre en place une relation de soutien et de compassion vis-à-vis du patient. D'accord? Sans aller vers des sentiments plus conformes aux relations interhumaines habituelles. L'empathie, ce n'est pas l'antipathie et ce n'est pas la sympathie. Être empathique envers le malade, ça ne veut pas dire être sympathique et ça ne veut pas dire être antipathique. Empathie, ça veut dire pouvoir être à la place du malade. D'accord? On devient empathique à partir du moment où on a la capacité de se mettre à la place du malade. C'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on puisse être empathique. D'accord? Et c'est un élément qui est très, très important, qui est un élément capital, je dirais bien capital, dans la relation médecin-malade. Et là, donc, comment on peut être empathique? Donc, on doit être à l'écoute du patient, il faut qu'on respecte ses désirs. Voilà, donc on l'écoute, on le respecte, d'accord? On discute avec lui, d'accord? On respecte son avis. On ne doit pas exercer trop de pression, d'accord, pour le convaincre d'un point de vue, par exemple, ou bien d'une conduite à tenir refusée par le patient. D'accord? Voilà. Je vois une question importante. Quelle est la différence entre sympathie, etc. Tout à fait. Être empathique, ça ne veut pas dire être sympathique. Sympathique, ça veut dire sympathique, c'est en quelque sorte montrer au malade qu'on est pas nécessairement qu'on est à sa place, non, mais on peut mentir, on peut être sympathique et mentir au malade. Quand on est empathique, on ne peut pas mentir au malade. D'accord? Voilà, empathique, c'est un élément très important pour la relation professionnelle. D'accord? Empathique, ça veut dire respecter le malade, discuter avec lui, tenir compte de son point de vue, ne pas mentir au malade et être franc avec le malade. D'accord?
C'est ça l'empathie. Et elle est différente de la sympathie. D'accord? On peut être sympathique sans respecter le malade. D'accord? Sympathique, ça veut dire on essaye d'être émotionnellement bien, ne lui montrer que les émotions positives. Dans l'empathie, non. On est correct. On est correct, on discute de façon professionnelle, on écoute, on propose et on n'oblige pas le malade, par exemple, à adopter telle ou telle conduite à tenir. D'accord? Voilà. Un autre chapitre aussi qui est très important, l'annonce d'une maladie grave, d'un handicap ou bien d'un décès, chose à laquelle chaque praticien peut être confronté dans sa pratique quotidienne. Donc, c'est une chose qui arrive de façon régulière dans notre activité. Donc, par exemple, c'est le cas d'une maladie à pronostic défavorable, par exemple, dans le cas d'une nécessité de thérapeutique, de traitement, par exemple, qui sont très lourds, par exemple une amputation. De l'annonce, par exemple, d'un décès à un entourage familial immédiat, par exemple, ou bien l'annonce d'un handicap, par exemple, lors d'une naissance, par exemple, d'un enfant. Dans tous ces cas, le médecin praticien doit apprendre à s'exprimer de manière adaptée. On revient à l'empathie. Donc, oui. Voilà, je vais essayer de déplacer la fenêtre. Très bien. Non. Pardon. Elle revient à chaque fois. J'essaye de l'éloigner. Ça va comme ça? Ah, très bien. Voilà. Et dans tous les cas, donc le médecin, il doit apprendre à s'exprimer de manière adaptée, donc tant sur le plan verbal que sur le plan de la conduite générale. Donc, et là, tout l'art est d'avoir apprécié le psychisme et les capacités d'écoute et d'adaptation du patient. Donc, on doit moduler notre façon de parler, on doit modifier nos mots en fonction de notre patient. On ne s'adresse pas de la même façon, par exemple, à un adolescent qu'à un adulte ou bien une personne âgée de 70 ans. Donc, on doit adapter notre façon d'annoncer le diagnostic en fonction de notre patient. S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, Est-ce que vous entendez? Très bien. Oui. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Là, on va parler de la relation de soins. On va parler des grandes règles éthiques et déontologiques. Donc, par définition, c'est quoi la déontologie? La déontologie, c'est la science des devoirs. C'est-à-dire, elle adapte l'exercice de la médecine. Ça veut dire comment un médecin doit-il se comporter avec son patient? Quels sont les devoirs du médecin envers son patient au cours de la pratique de son métier? Voilà. Donc, la première chose, c'est l'indépendance du médecin. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance du médecin? Ça veut dire que le seul objectif du médecin est de prévenir, prévention de la maladie, soigner la maladie, guérir la maladie. Dans aucun cas, le patient, le médecin ne peut être là en face de son patient, par exemple, pour transmettre un message politique, par exemple. Donc, le seul objectif du médecin, c'est prévenir et traiter la maladie. La deuxième règle déontologique, c'est le respect du malade. Donc, le médecin, il est dans l'obligation de respecter son malade. Le secret du malade, le secret médical, donc le médecin, il doit respecter l'intimité de ses patients. Donc, dans aucun cas,
le médecin ne doit délivrer le secret médical de son patient. Troisièmement, le consentement de la personne. Donc, il appartient au praticien de se prêter au libre choix du malade et de ne pas s'opposer à l'exercice de ce droit. Ça veut dire, dans aucun cas, le médecin ne peut traiter le patient sans consentement, sans qu'il ne soit d'accord. Donc, on doit obtenir l'accord du patient. D'accord? Donc, cette règle, elle ne s'applique pas dans certains cas particuliers ou, par exemple, dans le cas où la personne ne peut pas être consentante. Ça veut dire une personne qui a perdu, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, en cas d'assistance à une personne en danger, et un autre exemple, par exemple, en cas de maladie mentale, par exemple. Donc, un malade mental en phase de rechute grave, qui présente des troubles du comportement, qui menace sa vie ou bien qui menace le bien-être ou la vie des autres. Là, le consentement de la personne, il n'existe pas. La personne, elle a perdu son consentement. Et donc, ça ne s'applique pas à ces cas-là. Et puis, l'information du malade. Donc, on doit informer le malade. Le malade a le droit, quand il le demande, d'être correctement informé sur sa maladie, sur les modalités de la prise en charge, etc. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? Vous me suivez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, Oui. Très bien. Je poursuis. Voilà, on a parlé des règles éthiques. Donc, la fausse réassurance. Là, on n'est pas obligé de réassurer, faussement le patient. Donc, en optimisant les résultats alors que le patient lui-même n'y croit plus. Il ne faut jamais mentir au malade. Donc, le soignant, par moment, il cherche à se protéger en essayant de conserver la maîtrise de son savoir. Donc, et là, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que là, on peut retarder la confrontation à la réalité avec toutes ses conséquences. Donc, on ne doit dans aucun cas donner de fausses réassurances au malade. D'accord? On doit être honnête avec le malade. La rationalisation, donc, on ne donne pas un discours incompréhensible aux malades ou bien très technique, etc. Donc, on doit utiliser des termes faciles. On choisit les termes en fonction de notre malade, en fonction de son âge, en fonction de son niveau intellectuel, afin de pouvoir transmettre correctement l'information. En aucun cas, on a le droit de donner un discours très technique, incompréhensible pour le malade. L'évitement aussi. Donc, le médecin peut craindre parfois d'être mis en difficulté par les questions du malade et aussi par la confrontation à sa dégradation physique. Donc, en aucun cas, on ne doit éviter le malade. On doit être présent. Quand le malade nous pose des questions, on doit répondre. Si on ne connaît pas encore la réponse, on lui dit pas encore, je n'ai pas encore le diagnostic, je ne sais pas encore quelle sera la prise en charge. Je n'ai pas encore décidé, il me manque certains éléments, je ne peux pas vous faire le diagnostic maintenant. On peut dire cela, à condition, il ne faut pas mentir aux malades. D'accord? Il faut que ça soit la réalité, il faut que ça soit la vérité. D'accord? Mais il ne faut jamais être dans l'évitement du malade. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, madame. oui, Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, Vous madame. m'entendez, s'il vous Oui. plaît? Oui. Très bien. Oui. Très bien. Maintenant, on va parler de la stratégie de communication. Donc, il faut savoir qu'il est primordial d'établir un environnement adapté pour le patient et aussi pour le médecin.
Voilà. Donc, Madame, on ne discute pas le diagnostic avec le malade n'importe où, n'importe comment. Voilà. Donc, pour parler du diagnostic, pour parler de la maladie, de la prise en charge, etc., donc il faut s'installer dans une pièce calme et confortable. Voilà. Ce qui est important aussi, il faut donner, il faut prévoir un temps suffisant pour discuter avec le malade sans être dérangé. Autre chose qui est très importante, si le patient est accompagné par une autre personne, il faut toujours s'assurer que le patient est entouré par des personnes qu'il a choisies. Donc, n'hésitez dans aucun cas, par exemple, si votre patient est accompagné d'une autre personne, vous demandez à l'autre personne de vous laisser seul avec le malade et puis vous discutez avec lui, vous lui dites est-ce que vous acceptez que qu'on parle du diagnostic en présence de telle ou telle personne. D'accord? Voilà. Dans quelles conditions on communique avec le patient? Quels sont les principes de la communication avec le patient? Donc, c'est la disponibilité. Donc, il faut être disponible, comme on a dit, on avait déjà, il ne faut jamais être dans l'évitement, donc il faut toujours être disponible. Il faut toujours être en situation d'écoute active du patient. Voilà, il faut savoir décoder les éléments de communication verbale et non verbale. C'est-à-dire, il faut être un bon communicant, il faut être un bon observateur par rapport à votre malade. Donc, il faut bien décoder, décoder votre malade. Donc, vous devez décoder sa mimique, sa gestuelle pour comprendre justement, pour être justement dans l'empathie. C'est ça l'empathie. L'empathie, c'est d'être capable de se mettre à sa place. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on puisse décoder les éléments de communication du patient. Il faut prendre en compte les préférences du patient dans l'élaboration du projet de soins. Certes, c'est le médecin qui décide, c'est à vous de décider pour telle ou telle conduite à tenir, mais quand c'est possible, donc il ne faut pas hésiter de demander le choix du patient, les préférences du patient. Je vous donne un exemple pour un patient qui présente une infection grave. Pour un patient qui présente une infection grave, par exemple, vous allez lui demander vous optez pour la voie intramusculaire, par exemple. Et il faut pas toujours oublier de demander si cela ne vous dérange pas. Si jamais un malade, il a une phobie des infections, là, on n'est pas du tout sûr qu'il va prendre son traitement. Donc, il ne faut pas hésiter de poser la question au malade, il n'y a pas de problème, est-ce que vous préférez autre chose? Et là, bien sûr, c'est à vous de décider, mais il faut toujours être dans la communication avec le malade. Il faut adapter son comportement et sa démarche à la situation du patient. Donc, il faut adapter le comportement en fonction, on l'a déjà dit. Il faut donner des explications claires. Donc, il faut éviter les discours très techniques. Donc, voilà. Donc, comme on avait déjà dit, donc, il faut que ça soit adapté au niveau de la compréhension du patient. Il faut toujours vérifier qu'elles sont comprises, que le malade a bien compris. Comment, comment le savoir? Comment le savoir? Donc, dans la communication, dans l'entretien avec le malade, il faut toujours reformuler. Il faut toujours reformuler, c'est-à-dire demander au patient est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des choses dont vous n'avez pas compris? D'accord? Il faut obtenir le consentement éclairé du patient afin d'établir un contrat de soins clair et une implication active dans la maladie. Donc, comme je vous ai dit, consentement éclairé, ça veut dire il faut que le patient soit d'accord par rapport à votre conduite à tenir, par rapport à votre prise en charge.
Il faut respecter les silences. Si jamais vous posez une question au malade, il refuse de vous répondre, donc vous devez respecter cela. Il faut adapter il faut adapter pardon. Pardon pour cette coupure. Voilà. Donc, il faut adapter la forme en fonction de notre patient. Donc, ça peut être des questions ouvertes, ça peut être des questions fermées, ça dépend de la question. Voilà, il faut toujours reformuler, être sûr que le malade a compris et reformuler. La reformulation, c'est-à-dire, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous êtes d'accord? Etc. Voilà. Non, madame. Donc, élaborer un plan avant de commencer. Donc, il faut toujours admettre votre décision dictée par vos connaissances scientifiques en intégrant le malade et son environnement. Donc, parfois, c'est une relation qui s'inscrit sur une longue période. De même que l'on développe une conduite à tenir face à un problème médical, l'existence d'un plan pour gérer la communication contribue à diminuer sa propre anxiété. C'est-à-dire, il faut travailler sur notre propre anxiété envers tel ou tel malade. Donc, il faut aussi évoquer toutes les possibilités de résultats dès le début d'un bilan avant d'avoir la confirmation. Ainsi, le patient, il reste acteur de son destin. Donc, il faut toujours, il faut jamais, chose est sûre, il faut jamais mentir au malade. Il faut respecter une sorte de cohérence entre ce que ressent le malade, normalement ou physiquement, et ce qu'il lui dit le médecin. Voilà, donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre votre diagnostic et entre ce que ressent le malade. Il faut donner au patient le contrôle de la qualité et vitesse des informations qu'il reçoit. D'accord? Donc, on peut pas, le malade ne peut pas attendre 3 mois pour avoir un diagnostic. Hein? Donc, il faut faire le plus tôt possible. Donner avec les mauvaises nouvelles de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, je peux dire au malade, vous avez c'est une maladie qui est invalidante, mais voilà, quand même, nous avons les moyens pour lutter contre cela. D'accord? Il ne faut jamais mentir au malade. Donc, parfois, les familles, ils veulent protéger leurs parents des mauvaises nouvelles parce qu'elles ont peur que la vérité leur nuise. Donc, ils nous demandent, par exemple, de participer à cette complicité dans l'intérêt du patient. Par exemple, ils vous demandent non, il ne faut pas lui dire, la famille, elle vient, elle vous dit, il ne faut pas lui dire le diagnostic. Cela est à proscrire, il ne faut jamais mentir au malade, il faut lui dire la vérité. En même temps, il faut donner au malade et à la famille un espoir, qui soit un espoir réaliste. D'accord? Il faut aussi annoncer clairement, je donnerai des réponses honnêtes, je ne mentirai pas. Voilà. Il faut instaurer avec le patient une relation de tolérance et de confiance. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. S'il vous plaît, on n'aura pas le temps pour les questions. On n'aura pas le temps pour les questions, donc vous pouvez m'envoyer toutes les questions par mail, d'accord? Vous pouvez m'envoyer toutes les questions par mail, je vous répondrai. Mais là, je vous demande, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Oui, madame. Oui, nous sommes avec vous. Très bien. Voilà. Donc, il faut que ça soit une relation de tolérance et de confiance avec le patient. Donc, il faut respecter la pudeur et les difficultés du patient. Il faut maîtriser les réactions par rapport à ce type de situation. Par exemple, une situation de rejet, une situation de difficulté personnelle, par exemple. Il faut toujours identifier les besoins. Donc, il faut toujours agir en fonction des besoins du patient. Il faut choisir toujours ce qui est réalisable pour le patient. On ne doit pas choisir un type de prise en charge qui n'est pas réalisable par le patient. Pour
une raison ou une autre. Il faut être accessible, disponible. Il faut avoir une permanence des soins, c'est-à-dire être à la disponibilité du patient. L'aptitude personnelle à la relation de soins, donc on ne fonctionne pas tous de la même façon avec le patient. On n'est pas tous dans notre capacité d'avoir telle ou telle qualité de relation de soins avec le patient. Nous sommes différents. Ça dépend de certaines choses, d'accord? Parce que ce sont des qualités propres à chaque individu. Et ce sont ces qualités qui vont lui permettre de réaliser une activité avec plus ou moins d'aisance et de réussite. D'accord? Et c'est des aptitudes généralement qu'on acquiert avec le temps. D'accord? Qu'on développe au fur et à mesure de notre formation. Quelles sont ces qualités? C'est l'adaptabilité et la souplesse. C'est-à-dire, pour avoir une relation de soins équilibrée avec notre patient, donc on doit s'adapter au comportement du patient. On doit s'adapter à la nature, à la spécificité de notre patient, à la spécificité de la maladie et à la spécificité de l'entourage. D'accord? Donc, c'est la possibilité de s'adapter. Il faut avoir confiance en soi. Il faut être tolérant à l'incertitude. Il ne faut pas avoir honte de dire je ne suis pas sûr de ça. Il me faut encore du temps pour être sûr. D'accord? La confidentialité, ne pas utiliser les informations en dehors de leur destinataire, c'est très très important. C'est le secret médical. La connaissance de soi, donc il faut bien identifier le champ de sa compétence et être conscient de ses limites. Je ne sais pas faire ça, je ne le fais pas. D'accord? Voilà. La diplomatie, donc la capacité de trouver des compromis acceptables. L'accessibilité, la disponibilité, on en a déjà parlé. La maîtrise de soi, donc c'est la capacité de maîtriser pour maîtriser nos réactions, nos émotions face aux malades. D'accord? Il faut appliquer systématiquement et correctement les procédures, donc il faut toujours être dans la rigueur. Il faut avoir aussi le sens critique, ça veut dire accepter le fait que je ne peux pas faire ça, que je ne suis pas sûre de ça. Il faut savoir se remettre en question. Il y a aussi, chose qui est importante, le sens de responsabilité et l'autonomie. C'est-à-dire, il faut avoir conscience des implications de ses actes pour autrui. Voilà. Voilà. Là, j'ai terminé pour la relation médecin-malade. J'espère que la connexion était plus ou moins bonne. On n'a pas suffisamment de temps pour répondre à ces questions. Là, je vois quand même qu'il y a des questions. J'attends vos questions. J'attends vos questions sur mon adresse mail. D'accord? Vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions. Je répondrai avec plaisir. D'accord? Malgré tous ces gribouillages, je ne sais pas ça vient d'où, tous ces gribouillages, d'accord? Mais je vous propose de poser, je préfère que vous m'envoyez des questions sur... OK? Oui, merci beaucoup, madame. D'accord, madame, merci à beaucoup. vous. Merci, madame. D'accord, madame, L'après-midi, merci. pour vous rappeler, l'après-midi, vous avez un cours à 16h30 avec Dr Roued, d'accord? Et là, le délégué, votre délégué m'a envoyé un mail pour utiliser un compte pour que la majorité d'étudiants auront la capacité, la possibilité
de joindre le cours. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it go right.